Alors je vais parler d'un thème, enfin toujours sur la honte, mais dans une direction un petit peu différente, puisque je vais aborder le système judiciaire en reprenant un petit peu d'abord ce que Thibaut tu as proposé dans ton invitation. Puisque tu parles de 3 hontes, tu envisages 3 hontes. La honte parfois de l'accusé devant ses actes, la honte éventuellement de l'avocat défendeur de l'indéfendable, et la honte devant les insuffisances de la justice. Alors, je pense que sur le fond, je vais parler des 3, mais je vais commencer par dire les choses clairement. J'ai déjà eu l'occasion dans le même genre de lieu, enfin dans le même genre de contexte, de dire les choses très clairement. L'avocat, je suis avocat, l'avocat n'a pas honte. Je veux dire, c'est juste impossible. Donc il n'y a pas d'histoire d'avoir honte ou pas de défendre l'indéfendable. Ce que nous défendons pour de très nombreuses raisons, et nous ne pouvons même pas, enfin en tout cas quand on est avocat, on ne peut même pas imaginer d'envisager d'avoir honte. Donc on défend toutes les situations, y compris les personnes que tu as mentionnées comme honteuses tout à l'heure. Par contre, ce qui peut être intéressant, donc je préfère commencer par cet aspect-là. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas honte ? Et qu'est-ce qui fait que dans le système judiciaire, éventuellement, et je veux pousser le fait que beaucoup aujourd'hui n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte dans les prétoires. Et là, je ne suis pas sur les avocats. Je suis sur les personnes qui elles-mêmes se défendent. D'où vient pour l'avocat déjà l'absence de honte ? C'est très simple. Le procès, et évidemment le prototype quand on aborde ces questions, c'est le procès pénal. Mais dans un contexte comme le nôtre, il faut avoir en tête le procès devant le conseil de prud'homme. Je veux dire, devant le conseil de prud'homme, l'entreprise va défendre une position par rapport au rôle qu'elle a tenu vis-à-vis du salarié. Elle va expliquer qu'il s'est comporté comme qu'il n'a absolument pas respecté les règles de l'entreprise et que c'est puisque c'est justement il était nul, on l'a viré. Enfin, je passe les détails. Donc c'est le cadre pénal qui correspond au prototype, mais on n'a pas à oublier les autres contextes dans lesquels les différentes organisations vont aussi soutenir des positions qui peuvent être considérées comme honteuses. Donc pourquoi nous n'avons pas honte ? Tout simplement parce que nous sommes là dans un cadre processuel, c'est-à-dire que nous respectons un formalisme. L'avocat est là parce qu'il y a une procédure et l'avocat soutient une procédure. Donc c'est le droit au procès, c'est vraiment le terme de formalisme qui est important, et ça rejoint ce que tu abordais tout à l'heure par rapport à, par exemple, la machine de Turing, Gödel. C'est bien dans un enchaînement qui est sans sémantique que nous intervenons pour appliquer des règles. Pourquoi aurions-nous honte d'être simplement un acteur d'un dispositif ? Il n'y a aucune conscience dans ce rôle-là. Nous nous contentons d'appliquer de manière systématique un process. Et on sait que si ce process n'est pas respecté, alors la procédure doit tomber. Si tel article n'est pas respecté, la procédure n'est pas conforme. Et donc le procès tombe. Il n'y a aucune honte à, au contraire, appliquer un contexte social. Puisque ça a été abordé par rapport, quand on a décliné un peu les différents types de honte, souvent la honte est liée à un positionnement par rapport à des valeurs, par rapport à un système social. L'avocat, et il y a un des aspects qui est le caractère réflexif. C'est-à-dire, on a honte de soi. L'avocat ne peut pas avoir honte de soi. De toute façon, il n'y a pas de réflexivité quand l'avocat travaille sur un procès. On va présenter une situation la plus favorable possible à l'intérêt d'une personne, et donc il n'y a pas de jugement de valeur par rapport à ça. Donc le formalisme joue un rôle très fort, et ce qui va avec, c'est que finalement la justice, et là on peut poser la question de la honte devant les insuffisances de la justice, c'est que c'est tout le système judiciaire qui est en train de devenir une grande machine à produire du jugement. C'est-à-dire que c'est en train de devenir un formalisme pur. Et là, on peut se poser des questions sur la transformation de la justice sans honte. La seule chose qui va compter, c'est l'efficience, l'efficacité,
du système judiciaire, de son organisation, qui est aujourd'hui de plus en plus visée en fonction d'un critère, ce que ça coûte. Ce que ça coûte. Et ça coûte de l'argent, et ce que ça coûte, ce sont des bâtiments et des salaires. D'accord ? Les éventuellement gains sociaux n'ont aucune incidence dans le dispositif actuel de transformation de l'organisation judiciaire. Il y a là aussi une absence de honte de ceux qui appliquent les formalismes. Parce que quand on est avocat, de toute façon, c'est un formalisme qui est subi. Je veux dire, nous sommes un acteur. Par contre, c'est pas nous qui les mettons en place, ces processus-là. Ces processus qui sont donc clairement, quand on est sur le processus pur, totalement déshumanisés. On est juste en train d'appliquer des procédures. On est complètement en dehors de tout jugement de valeur. Et évidemment, l'extrémité de cette mécanique, c'est l'automatisation pure et simple, l'intelligence artificielle appliquée tout simplement à la processualisation du judiciaire. Et d'ailleurs, vraisemblablement, si jamais ça va à son terme, ce dont je doute beaucoup, c'est ce que j'expliquerai justement après sur la fonction judiciaire, finalement, c'est l'outil absolu. C'est-à-dire, vous rentrez, produire un jugement, c'est CTRL-C, CTRL-V. D'accord ? Puisqu'on a tout maintenant, on doit communiquer nos conclusions en format Word. Donc, CTRL-C, CTRL-V. À la limite, et c'est ce qui est en train de se passer, on demande au justiciable de rentrer ces données dans le système, d'accord ? Et puis on vous produit un jugement avec, vous rajoutez l'aléa judiciaire, le fait que parfois le système judiciaire se trompe, on le sait, il y a des erreurs judiciaires, et donc au pire, ce qui peut arriver, c'est que le jugement ne soit pas bon. Bon, ça arrive, voilà. Avec un système comme ça, vous pouvez totalement automatiser finalement les procédures, puisque je suis depuis sur les procédures, et vous aurez quelque chose, et vous aurez, comme toujours, quand une machine produit, elle produit quelque chose qui aura ses effets, qui sont peut-être pas tous parfaits, mais au moins on aura été au bout de cette logique. Quand on a dit ça, et donc vous voyez bien qu'avec un mécanisme comme ça, il n'y a pas de honte. Et aujourd'hui, dans les prétoires, on a certains justiciables, et ça rejoint la question que tu abordais tout à l'heure de l'hubris. Certains justiciables qui se considèrent comme au-dessus des lois ont exactement, donc dans le cadre de l'entreprise par exemple, ont exactement les mêmes comportements dans le dispositif judiciaire. Donc Bruno, tu évoquais le fait que effectivement dans la confession du client à l'avocat, on peut l'entendre de manière systématique, voire dans les procès, quand on prépare les dossiers et qu'on lit un certain nombre de choses, on voit bien que certains, notamment dans les organisations, j'ai en tête des dossiers prud'homaux, j'ai en tête des problématiques qui relèvent du pénal, comme du harcèlement moral, etc., où on voit des comportements qui vont jusqu'au suicide et où personne n'a honte, puisqu'on allait justement toujours vers l'efficience, c'est-à-dire le gain maximal dans l'intérêt d'un certain nombre de personnes. On optimise les critères. Pourquoi avoir honte de faire un bienfait ? Je veux dire, vous êtes payé pour faire un bienfait, c'est-à-dire optimiser un critère, vous le faites, pourquoi auriez-vous honte de ça ? Et c'est bien parce qu'on est en train d'aller vers une sorte d'homme unidimensionnel où on va avoir un critère d'efficience qu'on va aller mettre au terme. Mais quand on fait ça, donc on peut se poser la question, pourquoi la honte réapparaît quand même dans les procès ? Parce que si on n'avait que ça, les humains sont bien assez forts, en tout cas les jeux d'acteurs sont assez forts pour aller au bout de ces logiques-là et ne jamais flancher, ne jamais tomber. Or, c'est pas ce qu'on observe. Ce qu'on observe pendant les audiences, c'est que les gens craquent. Il se passe quelque chose. La honte, donc, réapparaît. Le formalisme l'avait évacué, mais la honte réapparaît, en fait, pendant le procès. C'est lié au fait que le formalisme, selon moi, la justice, a été mise en place pour mettre fin au cycle des violences. Et si on n'a pas en tête ce temps long du rôle du juge, du rôle du système judiciaire, alors on peut rester dans la logique que je décrivais tout à l'heure. Vous produisez un jugement, ça a un effet, on exécute mal parce qu'il n'y a pas assez de place en prison, parce que voilà, il y a toujours.
mais est-ce que vous mettez fin au cycle de la violence? Et là, on renvoie à la question de la honte, puisque la honte faisait référence à un système social, un individu qui se positionne dans un système social. Or, mettre fin à la violence, c'est pas la violence individuelle, c'est la violence dans un système social. C'est une régulation par la société d'une violence qui apparaît de manière individuelle. Et là, la justice, le rôle du juge, va être de justement transcender le social immédiat et les jeux d'acteurs déshumanisés. Des jeux d'acteurs déshumanisés, on en a de plus en plus, pour revenir vers les termes littéraires, dans la littérature et dans la culture contemporaine. Je pourrais donner juste quelques exemples. Alain Resnais, dans l'année dernière à Marienbad, on a des jeux d'acteurs qui sont des humains, mais qui ressemblent à des automates. Et c'est ce que l'on fait aussi un peu quand on est dans le système judiciaire. C'est ce que je décrivais que je fais quand je joue mon rôle d'avocat. Sauf que on va au bout, justement pour aller chercher ce qu'il y a d'humain dans le dispositif. Alors, quand on est avocat, on a des intentions particulières. Donc ces figures déshumanisées, on les retrouve dans la littérature. Tu as évoqué tout à l'heure cet exemple, c'était Romain Gary. Et paradoxalement, c'est exactement la figure qu'on a chez Alain Resnais, y compris dans Hiroshima, mon amour, où il y a cette répétition sans cesse de la figure, soit de l'amour, de la figure, de la violence, et de la non-présentation de ce qui fait violence. Dans Hiroshima, mon amour, on ne voit pas la bombe, en gros, par exemple. On voit pas, donc tout va être décrit de manière détournée. Pourquoi j'évoque ce temps long ? C'est parce que, justement, la cause des formalismes, c'est de faire entrer tout ce qui est profondément humain. Et ce qui est profondément humain, c'est certainement la violence de long terme. Et la violence de long terme, on la rencontre assez rarement, en fait. Dans une vie professionnelle, c'est même pas forcément dans un dossier qu'on le voit, il faut être en multi-dossier. On la constate, et là on voit le rôle du judiciaire, on la constate quand, alors vous me direz, c'est justement précisément la défense de l'indéfendable, quand un homme viole une femme, et qu'en réalité, on se rend compte, quand on décline, je prends un exemple comme ça, mais ça pourrait être n'importe quelle violence de ce genre, qu'en réalité, on est dans la répétition d'un motif. Alors c'est dur à croire, mais et donc il ne s'agit pas de dire dans son enfance il a été maltraité ou je ne sais quoi. C'est que quand on reprend l'histoire familiale, on se rend compte que les mêmes gestes ont déjà été reproduits des générations avant sous d'autres formes. Et on retrouve ces jeux d'acteurs, ces schémas-là de violence absolue. En fait, on les retrouve essentiellement dans les figures mythologiques. Et j'ai en tête l'Orestie, les Atrides, Échille, qui est justement l'histoire d'un procès en réalité, avec Agamemnon qui commence par sacrifier Iphigénie alors qu'il n'est pas obligé de le faire, et donc il est dans l'hubris absolue tel que tu la décrivais tout à l'heure, et puis avec les Coéphores, les Euménides, Oreste va aller au procès, et c'est le procès qui va transformer sa vision. Mais s'il n'y avait pas eu la règle et le formalisme, cette violence-là ne pourrait jamais être dite et transmise. Donc c'est ces violences-là multigénérationnelles qu'on décrit assez peu. Pour les entendre, il faut aller dans le domaine de la psychanalyse, il faut aller chez des gens qui s'intéressent à la sociologie de long terme. Et ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est que, par exemple, on a une vision de plus en plus d'experts de la justice. Donc on va avoir des spécialistes de l'article 145 du Code de procédure civile, c'est les procédures avant dire droit. Enfin, je donne un exemple comme ça, j'aurais pu donner à peu près n'importe quel article. Vous avez la même chose sur les spécialistes en fiscalité de la TVA, etc. Mais la fonction même du système judiciaire, elle devient inaudible. Alors que, quand on a des violences profondes sur des multigénérationnelles, alors là on voit pourquoi on a créé ces formalismes. Donc, si je n'ai pas honte, moi, c'est parce que je suis en réalité un acteur sans prétention d'un système qui a été constitué par une histoire longue. Et pourquoi la honte revient
parce que on voit les grands chefs d'entreprise, finalement, quand on prend le temps, on les fait tous craquer, d'accord? Et pourquoi ils craquent? Parce que justement, il y a un autre temps qu'ils ne maîtrisent pas. Ils perdent le contrôle dont vous parliez tout à l'heure, parce qu'on fait remonter à l'intérieur de ce cadre processuel toute cette violence multigénérationnelle et qui en réalité est sociétale. Ça nécessite un travail qui est le travail des juges d'instruction, par exemple, qui est le travail du parquet. Alors, le justiciable s'en rend pas toujours compte. Il trouve juste que ça dure longtemps. Et ça dure jusqu'à ce qu'il craque. Et je n'ai pas d'exemple, en fait, où il n'y a pas un moment où les personnes craquent. C'est-à-dire que concrètement, ça va durer, donc vous savez qu'une instruction, ça peut durer 10 ans. Et en fait, les gens, tout simplement parce que les humains, à un moment, faiblissent. Et quand vous êtes à 3 semaines de procès ou à 6 semaines de procès et qu'on vous rentre dedans, parce qu'on sait exactement pourquoi les gens l'ont fait. Ils l'ont fait pour l'argent, ils l'ont fait pour le pouvoir, ils l'ont fait parce que ils n'ont jamais eu d'opposition. Et là, à un moment, c'est dans le dur. Et on ne peut régénérer cette violence dans le procès au moment où ça a lieu que parce qu'il y a ce cadre. Si on n'avait pas ce cadre, ces procédures qui, moi, me permettent d'avoir absolument pas honte de ce que je fais, on ne pourrait pas faire ressortir cette violence. Voilà, donc je voulais vous donner par cet exemple une explication sur pourquoi moi j'ai absolument pas honte d'être avocat, voire éventuellement je peux dire que j'en suis fier, puisque je suis acteur d'une histoire. Ce sont nos sociétés sur des temps longs, on parle de milliers d'années, qui ont constitué cet outil de contrôle sociétal de la justice, d'arrêt de la vengeance systématique des vendettas, et qui permet à un moment de faire craquer ceux qui étaient pourtant dans les positions du bris, chef d'entreprise, père de famille qui dominait tout le monde.